il est à mon sens évident que la France est un système oligarchique. L'oligarchie, à mon sens, correspond à un système dans lequel un certain nombre de personnes font usage des moyens dont ils disposent, de leur fortune, pour acheter des instruments de propagande, des organes de presse qui, à leur tour, vont leur permettre d'influencer le comportement d'hommes politiques et femmes politiques, qui, à leur tour, vont leur donner accès à des ressources d'État. Donc en fait, c'est un système circulaire dans lequel vous devenez riche en achetant votre influence auprès des dirigeants qui eux-mêmes ont une autorité sur l'État, État qui va vous permettre d'accumuler des ressources et de devenir de plus en plus riche et de plus en plus puissant. Elles sont rares en France aujourd'hui, les fortunes qui ne viennent pas directement ou indirectement de l'État. Il y a évidemment, par exemple, les oligarques qui sont liés aux télécoms, des gens comme Xavier Niel, comme Patrick Drahi, comme Martin Bouygues, dont la fortune a été faite en obtenant l'autorisation par l'État d'opérer dans un système oligopolistique, c'est-à-dire où le nombre d'acteurs économiques est très réduit, en l'occurrence les télécoms. Il y a 4 opérateurs téléphoniques en France, longtemps il n'y en a eu que 3, et longtemps auparavant il n'y en avait qu'un, qui était un acteur national, étatique, qui nous appartenait à tous. Et pour des raisons idéologiques et de corruption, on a décidé d'ouvrir à la concurrence ce qui n'était pas un marché, ce qui était un service public, et de le transformer en bien privé. Quand vous êtes 3 ou 4 acteurs qui contrôlaient l'accès à un service qui est essentiel pour l'ensemble de la population, les conséquences sont évidentes. Vous allez vous entendre entre vous pour vous assurer de faire des marges et un profit qui vont vous garantir le fait de devenir millionnaire, voire milliardaire. Cet argent-là, il va être tiré sur un pool de consommateurs qui est l'ensemble de la population, parce qu'il est impossible aujourd'hui de vivre sans accès à Internet, sans accès à la téléphonie mobile. Et donc l'État a la possibilité de décider qui peut participer à ce marché, à ce secteur. Et donc, évidemment, vous allez tout faire pour vous assurer que l'État vous offre cette rente qui va vous permettre d'accumuler des centaines de millions d'euros, des milliards. Et la meilleure façon de le faire, dans un système représentatif que l'on dit démocratique, comme l'est celui de la France, eh bien, c'est tout simplement l'information, le contrôle sur l'information. Parce que quand vous votez, ce qui est votre seul pouvoir lorsque vous êtes un citoyen dans un système dit démocratique, votre vote va avoir de la valeur que s'il est bien informé. Si on arrive à vous faire croire qu'un individu a toutes les qualités du monde alors qu'il n'en a aucune, qu'un programme politique va servir vos intérêts alors qu'il ne va servir que les intérêts de quelques-uns, on vous retire le pouvoir qui est le vôtre, de décider de façon éclairée et consensuelle de votre destin et du destin de la collectivité. On vous empêche de devenir citoyen. C'est exactement ce que ces oligarques ont décidé de faire en s'accaparant la quasi-totalité de la presse française, qui d'une part est extraordinairement subventionnée, donc dépendante de décisions prises par les dirigeants politiques qui sont au pouvoir, et par ailleurs dominée par des acteurs privés qui, donc, en ce qui concerne ceux que j'ai mentionnés, Martin Bouygues détient TF1, TMC, donc à la fois TF1, la principale chaîne européenne, mais aussi à travers TMC, une prise de contact avec la bourgeoisie parisienne qui notamment regarde Quotidien régulièrement, tous les soirs, et qui, au profit d'une vision qui supposément défend le divertissement, en réalité les amène à suivre une certaine ligne idéologique, en tout cas à fabriquer une certaine forme de consensus à l'égard de leurs dirigeants. On va voir Xavier Niel qui, comme il a dit lui-même, achète des canards ou prend des participations dans des canards, donc c'est un terme vulgaire pour parler de presse écrite, pour qu'ils arrêtent de l'emmerder. Et donc il a pris des participations de Mediapart à Bakchiche, en passant par le média récemment créé, l'Informé, qui sont des médias spécialisés dans l'investigation pour s'assurer que jamais il n'enquête sur lui. Et à côté, il a racheté des médias nationaux comme Le Monde, L'Observateur, le Huffington Post, et un certain nombre de médias en ligne, des participations dans Brut et ainsi de suite, de façon à s'assurer que là encore, on ne s'intéresse pas de trop près à lui. De sorte que la seule fois où Mediapart a fait une enquête sur Xavier Niel assez gentille, Edoui Plenel a fini par admettre qu'il avait reçu un appel rempli d'insultes de la part de Xavier Niel qui lui demandait, en gros, où était passé son investissement. On a ensuite des personnes comme Bernard Arnault qui, lui,
ayant commencé sa fortune, donc ces 3 personnes-là dont je vous parlais, ont toutes fait leur fortune grâce aux télécoms, donc en gros grâce à l'État, grâce aux faveurs que leur a offertes l'État. Parfois ça crée des tensions. Xavier Niel était furieux Martin Bouygues était furieux que Nicolas Sarkozy offre à Xavier Niel la possibilité de rentrer dans l'oligopole que je vous décrivais à travers Free. Il ne comprenait pas pourquoi l'ami qu'il avait défendu depuis plus de 20 ans, dont il avait été témoin de mariage et ainsi de suite, lui faisait ce coup qui allait mécaniquement réduire ses profits parce qu'il faisait passer de 3 à 4 le nombre d'opérateurs téléphoniques, et donc la part de consommateurs qui allait à chacun d'entre eux allait mécaniquement baisser. Du coup, Nicolas Sarkozy a cherché à se faire pardonner en lui offrant le chantier du tribunal de justice parisien, un chantier à plusieurs milliards d'euros, évidemment surévalué, ce qui lui a permis de se rabibocher un peu avec son ancien ami et donc témoin de mariage. Donc on a ces acteurs qui sont directement liés aux télécoms. On en a d'autres, comme Bernard Arnault, qui lui a décidé plus modestement de racheter Le Parisien, Les Échos, Radio Classique et quelques autres, et Paris Match, récemment, à Arnaud Lagardère, qui, lui, a fait sa fortune en construisant, comme vous le savez, le groupe LVMH, donc Louis Vuitton, Moët Hennessy, et ainsi de suite, qui était un groupe, en fait, qui lui a été offert par Laurent Fabius, donc un Premier ministre que l'on disait de gauche, qui était à l'origine d'un groupe qui s'appelait le groupe Boussac, et qui a pu, avec une mise dérisoire au départ, et avec l'appui d'un certain nombre de banquiers d'affaires, et dont Antoine Bernheim, de s'approprier certaines des marques les plus connues et réputées de la planète dans le secteur du luxe, comme Dior et d'autres, pour, à partir de là, construire un empire, racheter des médias pour rendre la faveur à cet homme politique et à ceux qui lui succéderaient, recruter un nombre très important de lieutenants, que ce soit de droite ou de gauche. Alors Nicolas Bazière, qui avait été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Christophe Girard, qui avait été lui conseiller de Laurent Fabius, afin d'entretenir une forme de caste qui s'assurerait de veiller à ses intérêts. Christophe Girard, évidemment, a été propulsé à la mairie de Paris en charge des affaires culturelles pour s'assurer que les intérêts de LVMH à Paris seraient respectés, dans l'objectif de voler l'image de Paris pour en faire l'image du groupe, comme on l'a vu récemment lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, où on a vu pour la première fois de l'histoire, dans une compétition qui est censée être évidemment vouée au bénévolat, c'était l'esprit initial d'un certain nombre de personnes, et notamment de Pierre de Coubertin. On a vu dans la cérémonie d'ouverture des malles Louis Vuitton être affichés comme si de rien n'était, avec les médailles qui à chaque fois étaient présentées dans des coffrets Louis Vuitton, et ainsi de suite. Quelque chose qui avait rendu furieux tous les sponsors américains, dont Coca-Cola, qui avait investi des centaines de millions, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne bénéficiaient pas de privilèges similaires. On aurait dû faire des conférences sur l'oligarchie française là-bas pour leur expliquer. Ça leur aurait peut-être donné des techniques de négociation. Donc on se retrouve dans une situation où, d'une façon ou d'une autre, là, le cas le plus récent, parce que tout cela s'épuise, les gens meurent, le père de Arnaud Lagardère, Jean-Luc Lagardère, est mort, le fils était tellement incompétent qu'il a dilapidé en quelques années à un empire familial qui faisait de lui quand même le principal actionnaire d'Airbus. Il est parti avec une mannequin à très haut quotient intellectuel, écumer les soirées de Saint-Tropez et de Majorque, au point où, bon, on a fini par le débrancher doucement, et donc il a fallu le remplacer, et on s'est retrouvé avec un nouvel acteur, Rodolphe Saadé, alors que pas grand monde connaissait à l'époque. Avant lui, il y avait eu Patrick Drahi, quand même, j'oublie pas, Patrick Drahi. C'est intéressant quand même, parce que ça vous permet de voir à quel point c'est systémique. C'est pas, on ne prend pas des anecdotes les unes après les autres, vous allez voir comment ça fait. Ça touche l'ensemble du spectre, qu'il soit de droite ou de gauche. Et c'est là où le point est fondamental pour définir ce qu'est une oligarchie. C'est-à-dire c'est un espace où il n'y a pas d'alternative réelle, d'alternance entre les forces politiques qui se construisent. Et donc, avant d'arriver à ce cher Saadé, Patrick Drahi, qui cherche à racheter SFR, et qui appartenait au groupe Vivendi, et qui va demander l'autorisation, parce que c'est comme ça que ça se passe, à Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et qui lui dit « D'accord, mais tu dois racheter l'IB et l'Express. Et si tu peux racheter BFM et RMC, ça nous arrangerait. » Évidemment, il le demande en tout écuménisme, et pas du tout pour en faire les torchons propagandistes qu'ils sont devenus aujourd'hui, s'asseyant sur des décennies de réputation, ou plutôt pillant la réputation que ces médias avaient construit au fil des décennies à travers des journalistes qui étaient engagés et sincères, et en les transformant en pur instrument de pouvoir, notamment sous Emmanuel Macron. Donc Patrick Drahi rachète tout ça, et donc on lui donne l'autorisation de racheter SFR. Il fait licencier 2100 personnes, parce qu'évidemment il le rachète avec de la dette qu'il avait faite auprès de Goldman, et il faut bien rembourser les intérêts de la dette, et pour rembourser les intérêts de la dette, il faut accroître le taux de profit, et il fallait bien aussi rembourser les investissements dans ces médias qui systématiquement, c'est comme un point intéressant, tous ces milliardaires qui sont fascinés par le seul fait
de faire de l'argent. Les seuls échanges que j'ai eus avec Xavier Niel, il me disait systématiquement « on fera tous les projets que vous voudrez, mais ma seule condition, même si j'ai 10 milliards d'euros, c'est de faire de l'argent ». Par contre, dans la presse, tous les projets sont non rentables et seraient en faillite s'ils n'étaient pas régulièrement abondés par ces milliardaires. Comme c'est curieux, comme c'est intéressant, tout d'un coup, cet œcuménisme et cette passion pour la démocratie et les intérêts des peuples. Donc, Patrick Drahi, qui dépense des fortunes pour asseoir son influence et qui va avoir l'effet que l'on sait sur l'espace médiatique à gauche, en nous privant en fait des derniers relais progressistes qui existaient d'une pensée qui soit véritablement populaire ou intéressée par le peuple dans notre pays, à l'exception de l'Humanité, mais qui est affiliée au Parti communiste. Et donc on se retrouve avec Rodolphe Saadé, parce que Patrick Drahi, à un moment donné, il doit rembourser ses 50 milliards de dettes. 50 milliards de dettes, rien que cela, ça devrait vous donner une indication sur la perversion d'un système qui permet à des personnes sans capital de départ de générer de tels taux d'endettement, évidemment en faillite technique, et qui est obligé de vendre ses médias, la panique dans la Macronie, à qui est-ce qui va pouvoir le vendre, et on fait rentrer deux nouveaux oligarques, Daniel Kretinsky, qui a cette qualité extraordinaire d'avoir fait sa fortune en rachetant des usines, des usines à charbon, et qui évidemment se retrouve dans une situation de détruire la planète en les rouvrant à travers des failles réglementaires pour rentabiliser son investissement. Un Tchèque qui a décidé de s'intéresser à la France et aux médias français, on ne sait pas trop pourquoi là non plus. Et évidemment le dernier et le plus important aujourd'hui, Rodolphe Saadé. Alors Saadé, c'est magnifique, c'est la CMA-CGM. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à la logistique ici, mais c'est les ports en gros. C'est l'un des principaux acteurs de la logistique portuaire et du trafic de conteneurs. On a vu qu'il y avait eu de grands sujets pendant le Covid avec cette question. Cet homme a fait 50 milliards d'euros avec sa famille, qui détiennent à 75% le groupe CMA-CGM, 50 milliards d'euros de bénéfices depuis le Covid. Parce que l'explosion des prix du transport, liée à la crise qu'on a connue, lui a permis d'accumuler cette fortune. Mais comment est-ce que cet homme le méritait parce qu'il avait construit un empire par lui-même, comme on ne cesse de nous le raconter, de nous faire la légende de cet homme? En réalité, pas tellement. La CMA-CGM appartenait à l'État français, c'est-à-dire à nous. Et un très grand homme d'État, M. Chirac, avait décidé de l'offrir à la famille Saadé. Et donc l'État avait investi 1 milliard de francs à l'époque dans le groupe et l'avait tout de suite donné pour 20 millions de francs vendus, cédés, à la famille Saadé. Et donc aujourd'hui, la famille Saadé fait des dizaines de milliards d'euros de bénéfices à partir d'un bien qui nous appartenait et que nous avons fabriqué. C'est là où on en vient à la question de l'oligarchie, c'est-à-dire que tout cela, évidemment, n'est pas gratuit. Tous ces bénéfices ne sortent de nulle part et toutes ces fortunes que l'on vous vend comme étant non seulement magiques, mais liées au talent extraordinaire de ces personnes, sont produites à partir de nos efforts et de nos sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a une population entière qui vit dans des difficultés économiques avec un inconfort, y compris de plus en plus au sein des classes moyennes, à cause de cette prédation qui est organisée et qui est financée dans le seul but d'accaparer du pouvoir qui, à son tour, permettra d'accaparer des ressources.